Nous sommes ensemble sur YouTube. Donc, comme je disais, bienvenue Estelle, Estelle Landry. Merci. Bienvenue à tous et à tous ceux qui ont décidé de démarrer cette semaine avec nous. C'est dans la série de dialogues au coin de feu. Le feu, il est juste là, pas allumé, mais le feu, il est juste là. Les dialogues sur le devenir du leadership agile dans le cadre du festival Agile 20 Reflect, qui est un festival mondial plein d'événements pour célébrer 20 ans de l'écriture du manifeste agile. Donc moi-même, je suis Wana Junku et j'aime dire que je suis un Agile Leadership DJ qui mixe plein de pratiques de neurosciences, storytelling, justement product ownership, développement du leadership, qui font du sens pour des individus et pour des équipes afin qu'ils soient fiers de leurs résultats. Et ce soir, j'ai le grand plaisir d'avoir comme invité Estelle Landry, product owner, jeune mais avec beaucoup d'expérience. Et avant de commencer l'interview, Estelle, je te laisse la main pour te présenter brièvement. Juste avant, je me rends compte que c'est pour précision, l'heure qu'on va passer ensemble, 40 minutes d'interview entre nous et puis ensuite questions-réponses de la part des participants. Voilà. Donc, Estelle, qui es-tu? Alors, en quelques mots, en effet, je suis assez jeune, j'ai 30 ans. J'ai fait une école d'ingénieur et j'étais au départ vouée à faire du développement. En tout cas, c'était au début mon premier choix et on va en discuter très sûrement, tous ensemble, mais j'ai décidé de passer un petit peu du côté du produit. Alors, j'ai fait plusieurs transitions. Je me passionne autour aussi de l'UX, l'expérience utilisateur, qui est pour moi quelque chose qui est, de pair avec le métier de PO. Et puis j'aime beaucoup, parler en conférence, essayer de partager parce que, je suis devenue PO et j'aime dire que je suis devenue aussi un petit peu UX designer grâce au milieu des conférences et de tous ces ateliers. Donc, je suis très, très heureuse de parler et de pouvoir, discuter avec vous de ce sujet qui est très, très intéressant. Encore merci Johanna sur, du coup, le leadership agile. Mais bon, on a 1 heure donc Exactement, exactement. on a le temps. Oui, justement, comme ces dialogues sont un peu focalisés, mais quoique sur le leadership, ma première question, Estelle, est dans ton parcours de product owner, quel, euh, quelles sont les manifestations de leadership que tu as pu observer et si tu peux nous les décrire? C'est une très bonne question pour commencer parce que, je vous dirais qu'au début quand je sortais d'école d'ingénieur, quand on parlait de si vous m'aviez posé cette question, si tu m'avais posé cette question, je t'aurais de suite parlé de managers que j'aurais rencontrés, donc de personnes ayant, une certaine, un management d'équipe, comme, au tout début, ma première expérience en tant que développeuse, on avait un directeur du développement. Après, je suis passée dans des SS2I, je me suis immergée aussi dans des éditeurs de logiciels et en fait, je me suis rendu compte que leadership ne veut pas dire management. Au contraire, enfin, je pense que tout le monde l'a noté ou a touché du doigt cet élément. Mais pour moi, le leadership, c'est quelqu'un qui a une vision, qui prend part à des initiatives, qui est là pour donner un cap, alors que le manager, lui, est là vraiment en organisation et lui, c'est une personne qui vient gérer quelque chose, diriger des affaires. Et donc, du coup, pour répondre à ta question, je te dirais que j'ai mis longtemps avant de voir qu'est-ce qui était enfin, de comprendre ce que c'était un leadership agile. Je dirais même que ça date que depuis mes 4 dernières années. La première manifestation que j'ai eue, c'était dans une société, dans une start-up d'éditeurs de logiciels où j'ai rencontré vraiment, euh, on va dire, dans cette start-up d'une vingtaine de développeurs, j'avais rencontré un CTO qui, pour moi, représente assez fortement cette valeur de leadership. C'était une personne qui nous donnait un cap
et qui était très agile dans tout ce qu'on faisait. C'était vraiment l'agilité qui était au maître mot. Et c'est à ce moment-là que je me suis mis à découvrir un petit peu comment lui faisait. Il était là pour nous guider, en même temps il nous laissait notre place, il nous laissait cette autonomie qu'on aime tant. Et c'est à ce moment-là, c'est vraiment qu'en 2016 que j'ai vu ce que c'était. Alors, je ne sais pas si je rentre trop dans cette expérience-là, mais après, je l'ai retrouvé dans une autre start-up sur Cap Omega. Mais là, c'était un leadership qui était partagé, j'avais envie de dire. Et là, chez Pix, qui est une start-up aussi, mais qui est un peu plus importante, on est 70, découpés par équipe de 4, on va dire, dans la partie R&D. Juste pour que vous sachiez un petit peu ce que je fais en ce moment, Pix, on est une start-up d'État dans le domaine du numérique. Notre but, en fait, c'est de vouloir essayer de développer un outil qui permette de se tester au niveau des compétences du numérique, progresser et se faire certifier. Et en fait, c'est la première expérience où je me sens, moi, leader, enfin, on va dire, je me sens possédée de ce leadership agile dans l'équipe, dans la feature team où je fais partie, quoi, que je fais partie. Mm. C'est pour reprendre ce que tu t'as donné comme définition dans le leadership, c'est donner un cap, ensuite laisser de l'autonomie. Oui. Quoi d'autre? S'il y a quelque chose d'autre, ou ça, ce sont pour toi les deux piliers. Ah, ça fait partie des 2 grands piliers. En tout cas, je voulais le dire dès le début, parce que c'est vrai que quand je me suis mise à imaginer notre entretien, je me suis mise un petit peu à étudier de plus près les mots et les terminologies. Et en effet, pour moi, dans leader, il y a vision, il y a partage d'une vision. Et dans management, il y a vraiment ce côté gestion. Et c'est très important, c'est pour ça que je voulais commencer par ça. Je pense qu'en France, on a une culture du manager qui est bien trop forte, alors qu'il faudrait qu'on se dirige plutôt vers la culture du leader. Alors en effet, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une vision, c'est un alignement entre les équipes aussi. C'est quelqu'un qui sait, on va dire, bien faire fédérer les équipes et aller dans un sens. Je dirais même aussi que si tu veux, le leadership, un peu comme l'agilité, pour moi, les deux vont très bien ensemble. Ça repose vraiment sur de l'auto-organisation. L'agilité, c'est un peu pareil. On définit un cadre, on a le daily, on peut avoir certaines on va dire, certains temps d'échange qui sont très liés à l'agile ou à Scrum en particulier. Et derrière, par contre, les équipes sont totalement autonomes. Mais pour moi, un leadership, c'est un petit peu ça. C'est finalement quelqu'un qui est là pour être super efficace, essayer de détailler un petit peu la structure, un petit peu l'auto-organisation, définir des choses claires, avoir de la communication efficiente. Et ça, pour moi, ça va avec tout ce que veut l'agilité, quoi. C'est assez fou parce que les deux se lient très fortement. Alors, tu veux que je rentre un peu plus en détail sur ce que j'entends par leadership, peut-être? Si tu veux, mais pour faire une pause ici, je voulais accentuer quelque chose que tu as dit qui me semble important et tu me diras si j'ai bien compris. Quelque part dans ce que tu dis, un agiliste, c'est-à-dire quelqu'un qui est dans une équipe agile, dans une dynamique agile, une organisation agile, en fait, il a déjà le terrain pour devenir ou être un leader. Peu importe quel rôle a dans l'équipe. Est-ce que c'est J'en suis bien ça? Ah ben, je suis totalement convaincue. Oui, c'est exactement ça. Pour moi, quand j'ai découvert un peu les valeurs tu parlais des 20 ans du manifeste, on va se replonger dedans, mais dedans, il y a des termes très forts, l'engagement, le fait de communiquer, l'ouverture, le respect, le courage d'affronter petit à petit et d'itérer, d'aller vers le mieux, toujours le mieux, d'avoir des boucles de feedback. Pour moi, tout ça, si c'est des valeurs qui vous correspondent et que vous arrivez à mettre en place dans votre philosophie, dans la gestion de projet, pour moi, ça fait partie en effet des qualités d'un leader. Comme je vous l'ai dit, ce premier point, le fait d'être engagés tous autour d'un même objectif. Pour moi, ça, c'est vraiment, je pense, le b.a.-ba d'un leader, c'est de savoir s'assurer que l'équipe
Vraiment, quand je dis équipe, vous pouvez mettre tous les termes d'équipe, hein. Moi, je parle en tout cas, entre guillemets, chez Pix, on est vraiment sur des domaines fonctionnels très spécifiques. Mais pour moi, quand je parle d'équipe, c'est voilà, c'est votre projet, hein, les membres avec qui vous travaillez. Ben, le leadership, enfin le leader, pardon, il doit pouvoir s'assurer que le travail d'équipe se fasse bien avec des objectifs très clairs, des hypothèses très très claires et un périmètre très clair. Et rien que ça, quand on dit périmètre clair, objectif clair, ça me fait penser au sprint. Tu sais, quand on démarre et qu'on dit, OK, cette itération, on va être clair, on sait où on va, on sait qu'est-ce qu'on met dedans, on est tous partants. Ben, tu vois, j'ai l'impression que c'est très lié tout ça, tu vois. Pour moi, je pense qu'un agiliste est un leadership de base, hein, un leadership de base, en fait. Super, c'est super important, je pense, là, comme affirmation. C'est que l'agilité, quelque part en soi, nous permet d'accéder à au leadership naturel. Tu viens de dire périmètre, cadre. Il y a quelque chose autour de qualité de leader qui sont liés avec la création d'un container ou d'un espace qui est, qui est sécurisant parce que c'est un cadre. Alors, ce qui est intéressant, ce que tu viens de dire, à la fois le leader est appelé à définir et tenir ce conteneur, cadre. J'aime plus conteneur que cadre parce que cadre, C'est c'est un trop. peu rigide, enfin, dans Oui. ma sémantique. Euh, et en même temps, tu sais, on disait tout à l'heure que le manager est là pour gérer, structurer. D'ailleurs, ça me faisait penser que le manager vient de latin, je crois, maneggiare, qui est dire travailler avec les mains. En fait, c'est Ah, manipuler. Ça veut dire manipuler. Donc, utiliser de ses oui, propres oui, petits oui. doigts. Oui, oui, D'accord. c'est manipuler, c'est celui qui manipule. Donc, effectivement, le manager a plus la tendance d'être dans la tâche. Et peut-être que le leadership plus dans la posture, mais je reviens sur cette idée de cadre ou de conteneur. Donc, pour toi, quelle est la jauge, la fine jauge entre créer un cadre et être trop contrôlant? Je ne sais pas si ça existe comme mot, mais être trop dans le contrôle. C'est Ouais. J'ai très bien compris. C'est drôle parce que ça reboucle un peu des retours qu'on voit dans le chat de Bertrand. Ouais. Alors, il y a plusieurs choses dans ta question qui me font réagir. La première, c'est qu'en effet, j'ai dit que tout à l'heure, l'agilité, ça reposé sur l'auto-organisation. Et juste après, je vous ai dit que le leader, pour moi, il doit quand même imposer ce conteneur avec un objectif clair, ce périmètre clair. Alors oui, c'est un peu antinomique, mais alors ça, c'est ma vision très personnelle. Tout ce que je vais dire ce soir, c'est très personnel. On pourra en rediscuter avec grand plaisir, hein. Je n'ai pas de grand savoir, mais de ce que j'ai vu moi au sein des organisations dans lesquelles je suis passée, c'est que j'ai toujours remarqué que l'auto-organisation, juste l'auto-organisation, sans cadre, hein, c'est-à-dire on a un projet, allez-y, sans définir de périmètre, sans définir un objectif clair partagé, ben, ça ne faisait que vivoter. Et moi, j'ai trouvé des manques en tant que personne qui vivait ça. J'ai trouvé des manques à ça et je me suis sentie à des moments un petit peu seule et un petit peu, pas abandonnée, mais je ne savais pas trop sur quel pied danser. Est-ce que je devais prendre certaines tâches? Est-ce que je devrais, par exemple, poser un point ou aller voir certaines personnes pour en parler parce que j'étais un petit peu perdue? Je vous prends un exemple très concret. Chez Pix, on est beaucoup dans l'auto-organisation. Même si je vous ai dit que je ressens à ce moment-là ce poste un peu, cette position de guide, comme on le disait dans le chat, cette position de guide, pour moi, j'ai l'impression que je fais ça à l'heure actuelle. Mais il y a un élément chez Pix, c'est le recrutement, où personne, entre guillemets, n'a défini ce cadre, ce périmètre. Donc, quand on a besoin de nouvelles personnes, développeurs, PO, on demande à des personnes avec qui on travaille de nous proposer des postes. Et vous savez, là, à ce moment-là, personne s'en occupe, hein. C'est-à-dire que chaque équipe est très indépendante. Donc, c'est de l'auto-organisation pure, hein, quand on a besoin d'un développeur.
Et beh, sur ce point-là, je trouve que l'auto-organisation ne marche pas. C'est-à-dire on reçoit des CV, sauf que, beh, vu que personne n'a cette «mission» entre guillemets, vu que l'objectif autour du recrutement n'est pas clair, c'est simplement, bah, une personne qui a vu le CV qui répond. Puis après, il y en a une autre, 2 semaines après qui répond. Et puis finalement, ah beh, le profil, beh, finalement, il a été pris ailleurs et on n'a pas été assez réactif. Et là, en l'occurrence, dans ce cas, l'auto-organisation, pour ma part, ne suffit pas. Parce qu'on a du mal à aller jusqu'au bout de nos recrutements, des fois parce qu'on est très lent, parce que pas d'organisation autour. Mhm. Donc c'est pour ça que je dis que c'est quand même très important d'avoir un leader et de poser des cadres dans le sens où, là, dans ce cas-là, moi, j'aurais eu besoin de dire: «Bah, écoutez, il faut au moins qu'un profil que l'on reçoit soit, validé ou non pour la session d'après en une semaine ou en quelques jours». Même si on ne met pas de personne derrière, qu'on définisse un objectif cadre de réponse, qu'on mette un petit peu des valeurs et un périmètre clair autour de, qui doit agir et comment. Même si ce n'est pas à chaque fois la personne ou qu'il n'y a pas de responsable attitré. Et c'est pour moi très enfin, c'est partagé aussi côté produit et côté équipe agile. C'est-à-dire qu'en tant que PO, je le ressens, quand je propose quand j'ai des nouveaux besoins utilisateurs qui sont très forts, je les propose à l'équipe, je leur explique l'objectif, enfin, je leur explique un petit peu le besoin, on rencontre nos utilisateurs et en même temps, si derrière, bah, j'ai le pôle commerce, j'ai la partie du commerce qui me dit: «Bah, écoute Estelle, nous on a signé comme quoi à la fin de l'année, il doit y avoir un truc pour corriger ce besoin», bah, je dois leur partager cet objectif clair et leur dire que le périmètre du besoin, il s'arrêtera là, dans ce cas-là, pour le début. Et je suis obligée de leur dire ça. Parce que pour eux, c'est une manière de comprendre et de prendre les meilleures décisions possibles en fonction de ce cadre, de ce conteneur-là. Et si je n'avais pas donné ça, ben, déjà pour moi, ça aurait été pas très franc de ma part, déjà, parce que j'aurais eu des informations que je n'aurais pas dit. Et en plus, je trouve que, enfin, ça fait partie de la communication et de ce que je disais avec le respect et le courage, c'est-à-dire que ça va dans les deux sens. Et quand on a des contraintes, des périmètres, il faut les donner, même si derrière, après, ben, l'équipe s'auto-organise autour de ça. J'espère que j'ai réussi à te Oui, répondre, oui, Anna. Je me suis un oui, peu... c'est très très clair et en même temps pour moi, tel que j'entends, très structurant, Estelle, ce que tu dis. Euh, Quelque part, ce qui m'inspire, c'est ce que finalement le but fait aussi partie du cadre. Enfin, c'est un pilier du cadre, du conteneur. Et s'il n'y a pas de conteneur, ça fuit. Enfin, Exact. c'est ça, ça fuit. Après, tu as mentionné deux qualités à plusieurs reprises, donc je pense que c'est important pour toi. Et une d'entre elles, c'est le courage du leader. Qu'est-ce que tu peux nous dire plus? C'est quoi le courage d'un leader? Ah là là, il y a plusieurs enfin, je pense que moi, le courage dans ce rôle-là, je l'ai vraiment découvert dans ma dernière mission. C'est-à-dire que pour moi, le courage, il n'est pas dans un sens, c'est-à-dire qu'il n'est pas à prendre, comme je le disais tout à l'heure, ça va pas que dans le sens de voilà la vision stratégique de la société. Je dois vous donner un peu bah, ce conteneur, vous équipe, et c'est à moi de vous le transmettre, et puis on va dedans, etc. Ça va aussi de l'autre côté, le courage, c'est-à-dire qu'il faut prendre aussi les retours de l'équipe et les refaire monter. Enfin, là, je suis trop dans l'exemple, mais si je dois parler de courage pour un leadership, ça me fait penser à la notion d'être toujours franc, de toujours affronter ce qu'il y a, d'être toujours agile dans ses décisions. Même en tant que leader, si on voit que on rencontre des obstacles, si on voit que, euh, par exemple, on a visualisé, on a mis le doigt sur plein de petites choses, on voit qu'on n'a pas le temps pour réaliser certains développements, ça fait partie du leader, ça fait partie du courage du leader de dire à l'équipe, OK, on priorise, on dépriorise, qu'est-ce qu'on fait? Et ça fait partie aussi au leader d'aller voir au-dessus et de dire, ça ne sortira pas à telle date, et etc. On est agile, il faut qu'on arrive à jongler avec ce que l'on a, avec le périmètre, les personnes de l'équipe, et puis le sujet, quoi, ce sur quoi on développe. Et
je sais pas, pour moi, ce courage-là, je l'ai ressenti vachement dans ces épreuves-là où on est dans le mur, où on est tous, on va tous dans le mur et finalement, le leader, à ce moment-là, dit: «Écoutez, ça va pas fonctionner. On va se remonter les manches. On va voir qu'est-ce qu'on peut faire pour aller mieux. On va voir qu'est-ce qu'on peut déprioriser, qu'est-ce qu'on peut» et alors désolée, j'avoue que je reste trop dans le concret là quand je parle de courage, mais c'est la première idée que j'ai eue à l'esprit quand tu m'en as parlé, Anna. C'est Ouais. vraiment savoir être, supprimer les obstacles, hein, Mm. gagner du temps, communiquer et essayer d'être agile et de relever le défi, quoi. Pas de se mettre des obstacles en disant non, mais d'y aller, d'itérer et de tenter des choses. Ça fait partie d'un point que je voulais vous dire. Je prends un peu plus de temps sur ça, mais pour moi, il y a quelque chose qui fait partie du leadership et qui est très lié au courage. C'est que l'échec est possible, mais l'échec doit être rapide. C'est-à-dire que plein de petits échecs, c'est pas très grave. Un leadership, une équipe arrive à passer ces échecs. Et souvent, de ces échecs, on arrive à rapidement évoluer et rebondir. Et je trouve que ça fait partie du courage de leadership et même des équipes, avec l'agilité, de se louper à un sprint parce que ça ne correspond pas à besoin. Quand on fait des tests, on se rend compte que c'est pas bon. Mais derrière, on arrive toujours à rebondir et ça fait partie aussi un peu du courage, je trouve, du leadership agile. Super, Estelle, c'est vraiment très important et les exemples sont très efficaces. Donc, il n'y a pas de souci pour moi. C'est très bien d'avoir des exemples plutôt que de rester dans des sphères trop conceptuelles, même si on peut faire un peu de Un peu l'aller-retour des deux. entre le conceptuel et les exemples. Et ce que j'entends dans ce que tu dis, effectivement, avoir des échecs ou reconnaître les échecs, c'est un acte de courage et quelque part, euh, pour synthétiser ce que j'entends, c'est le courage de ne pas toujours faire plaisir à tout le monde. De savoir dire non. Oui, enfin, c'est, Ça euh, fait partie, je pense, du rôle fort du leadership et surtout dans l'agilité. C'est le moment où on a envie de dire oui à tout, de prendre un peu et d'essayer de faire. Mais ça fait partie, voilà, ça fait partie de la vie, dans un projet, de dire non. Parce que tout simplement, ben, là, on est au-delà du courage, hein. C'est pas parce qu'on n'a pas du courage qu'on n'y arrive pas. C'est que tout simplement, des fois, ce n'est pas possible. oui. Et ça, enfin, je vais peut-être parler un peu de mon expérience à nouveau, mais vous savez, pour moi, ça a été très difficile d'apprendre à dire non. Heu, dans une posture où c'est vrai que je suis assez, quand je suis sortie d'école, j'étais très, très jeune et dans mon rôle, quand j'ai pris mon premier rôle de chef de projet et puis après de PO, je me disais: «Beh, on m'emploie pour faire quelque chose. Je n'ai pas mon mot à dire, je n'ai pas à dire non. Parce que, ben, on m'emploie pour faire cette tâche, donc il faut que je le fasse». Et je me suis vite aperçue que de fil en aiguille, d'US après US embarqué en plus, ou etc., etc., vous voyez un peu ce sprint qui grossit et qui devient monstrueux, ben on se rend compte que finalement, le fait d'avoir dit oui a été totalement, totalement pernicieux, j'allais dire, mais en fait, ça a été très malsain pour l'équipe, pour le projet et même pour ma direction. Parce qu'en disant oui, on accepte dans le marbre de faire des choses alors qu'on n'aura pas le temps et qu'on va porter et qu'on va mettre à mal l'équilibre de l'équipe et l'équilibre un équilibre basé sur bah, voilà, comme je vous le disais tout à l'heure, du temps, de l'équipe, etc. Et c'est une grande qualité de savoir dire non. Je n'y arrive pas tout le temps, mais la dernière fois que j'ai dit non, c'était pour une fonctionnalité, vous savez la fonctionnalité qui arrive où c'est super urgent, où, il y a un de vos partenaires, qui a poussé un grand cri de gueule et qui le veut pour dans 2 semaines. Et souvent, beh, c'est à ce moment-là que, toutes les sphères de votre société s'emballent et on vous demande, on vous dit, hein, on vous demande même pas, on vous dit: «Faut réaliser ça pour telle date, pour machin». Et beh, j'étais très, très fière de moi quand j'ai dit, enfin, au début, je n'en menais pas large, mais j'ai dit: «Non,
parce que ça va à l'encontre de notre vision stratégique. Ce n'est pas un besoin fort utilisateur, mais un besoin très lié à un partenaire. Et il n'y avait pas au niveau de la stratégie, ça n'impactait pas, enfin, ça n'allait pas dans notre vision stratégique de la société. Ça allait à l'encontre un peu de nos OKR, on va dire, de la société. Et à ce moment-là, quand j'ai dit non, j'ai eu très peur parce que je me suis dit, ça y est, mon management ne me fera plus confiance. Eh ben, vous savez quoi? C'est à ce moment-là où l'équipe m'a remerciée. Et c'est incroyable le fait que l'équipe projet dans laquelle je suis m'a dit: «Mais Estelle, tu as trop bien fait. De toute manière, c'était pas jouable. Tu as eu une très belle position. On est super soulagés. Merci». Ils m'ont même dit merci, alors que pour moi, c'était juste. Et je vous avoue que c'est là où je me suis dit: «Savoir dire non, ça, c'est» ouais, beh, je suis d'accord avec toi, Patrick. C'est la plus grande qualité d'un product owner, comme dirait notre ami, Henrik Kniberg. D'ailleurs, ce que je vais vous dire, je fais un petit, je rebondis sur ça. J'ai lu l'article de Henrik Kniberg qui fait partie des équipes de Minecraft. Il est PO, coach agile, et il a écrit un super article qui est What is an Agile Leader, que justement j'ai lu pour quand tu es venue me voir, Oana, je me suis dit, tiens, je vais regarder ces articles pour voir s'ils ont les mêmes terminologies, les mêmes idées que moi. Et ben, je peux vous dire que son article de blog vaut vraiment le coup. Ça m'a beaucoup inspirée, et je vous le conseille. Il est aussi à suivre sur Twitter et c'est quelqu'un de très, très bien. Donc voilà, je vous remettrai, si vous voulez, dans le chat, le lien de son blog, parce qu'il essaie de décrire, on va dire, ce qu'est un leader agile, sous, je crois qu'il y en a une dizaine ou une douzaine de points. Et je vais sûrement en parler ce soir, hein, parce qu'ils sont tous vrais d'après moi. J'adore ce qu'il a écrit. Donc voilà, je voulais partager dans le chat pour tout le monde, et on le remettra, je pense, dans le YouTube après. Donc, Tout à fait, tout à fait, Estelle. Je vais m'occuper en effet. Eric est quelqu'un qui a énormément contribué à la communauté agile internationale. Rien que ce que tu parles des tribus et des squads, il n'arrête pas de dire d'ailleurs. Ça, c'est un modèle qui a marché chez Spotify. Attention, hein, ça ne marche pas chez vous, mais peu importe, hein, on y va quand même. Merci Patrick. Là, il a mis un vidéo. lien. Mais je voudrais revenir sur cette qualité que tu avais dit en qualité de leader, de dire non, et le courage de dire non, et que tu étais fier derrière de dire non. Ça m'a beaucoup touchée. Hein, ton impression personnelle, ton vécu personnel, être fier d'avoir dit non. Et c'est comme tu le disais, comme c'était écrit sur le chat, une qualité de leadership, leadership de product owner. Quelles sont d'après toi les dimensions de leadership d'un product owner? Les autres. Alors les autres, on a parlé du courage, très important. Celle qui me vient à l'esprit, qui est aussi importante, ça serait la communication. Bon, ça fait partie aussi, hein, des fondamentaux un peu de l'agilité. Mais en fait, le fait de créer un environnement où tout le monde se sent écouté, où tout le monde peut communiquer de façon à être respecté, et à ce que tout le monde soit ouvert autour de cette personne-là. Pour moi, ça fait partie d'un des piliers du leadership agile. C'est que tout le monde doit se sentir à l'aise pour communiquer. Et un leader doit pouvoir toujours avoir ce moment où on puisse l'appeler, lui communiquer rapidement. C'est-à-dire que, moi, souvent, ça se passe via Slack maintenant, vu qu'on est tous en télétravail. J'ai toujours mon Slack d'ouvert, et il faut savoir que les membres de mon équipe ont toujours accès à des messages privés pour moi, même si je suis en réunion, même si, quoi qu'il arrive, je leur réponds.
ça fait partie un peu de ce pacte qu'on a entre nous. C'est que il faut qu'il y ait une communication qui soit accrue et qui, s'ils ont besoin de moi, je puisse être là pour eux. J'essaie vraiment, j'essaie que les documentations, les emails ou autres, tout ce qui est un petit peu plus écrit ou trop dicté, j'essaie d'en avoir le moins possible, tout simplement parce que je trouve qu'une communication efficiente, tout simplement, est ultra important. Ça ne remplace pas, bien sûr, certains écrits, hein, bien sûr, pour tout ce qui est validation, etc. Mais en tout cas, moi, dans l'équipe, en quelques phrases, on se comprend par écrit. Sinon, on s'appelle. Toujours favoriser, vous savez, la pyramide de communication, toujours favoriser ce qu'il y a le plus haut dans la communication, c'est-à-dire techniquement de se voir et de se parler en vrai. Mais bon, ça, en ce moment, c'est plus trop possible. Mais ensuite, il y a le fait de se voir et de pouvoir communiquer avec la caméra. Moi, c'est très important avec mes équipes, c'est qu'on essaie un maximum de mettre tous les caméras pour se voir, pour que la communication si verbale, et moi je parle beaucoup avec les mains par exemple, je suis une sudiste, hein, j'ai toujours envie de parler, mais j'ai envie que les personnes avec qui je travaille le voient, ça veut dire beaucoup, et eux aussi. Moi j'ai une personne dans l'équipe qui est très timide, mais par contre maintenant je le connais et je sais quand il raconte des blagues, quand il ne raconte pas, quand il a envie d'ouvrir, de s'ouvrir, ou quand il est un petit peu chagrin, ça se voit au niveau de sa position, et c'est très important pour moi, tu vois, d'avoir les caméras. Mais par contre, à défaut, j'allais dire quelque chose sur la communication, mais ça m'est sorti de l'idée. Oui, j'allais te dire qu'il faut avoir des moyens de communication très spécifiques avec l'équipe, mais ça ne veut pas dire que tout doit passer par le leadership. Tout doit passer par une personne qui est en position de leader dans l'équipe. C'est-à-dire qu'on en parlait tout à l'heure, je refais une petite parenthèse sur ce qu'on disait tout à l'heure, mais normalement, dans l'auto-organisation, les personnes de l'équipe doivent pouvoir prendre des décisions qu'ils le veulent quand ils le veulent. Si l'objectif est clair et le périmètre est clair, de ce que je disais tout à l'heure, la communication, c'est super, mais s'ils ont aussi envie d'être autonomes et de faire des choses et de ne pas forcément passer par le leader ou la personne sachante ou ce genre de choses, il faut qu'ils puissent le faire. Pour moi, ça fait partie de l'autonomie d'une équipe agile. Donc, c'est vrai que communication, oui. Des moyens de communiquer efficacement avec toutes les personnes de l'équipe, oui. Mais des fois, pas forcément besoin de communiquer parce qu'on est dans ce conteneur qui ne fuit pas et on va tous dans la même direction. Et c'est ça aussi qui est intéressant. C'est communiquer, mais au bon moment. Et si je reviens, merci Estelle pour cette dimension communication qui est une dimension de leadership de Product Owner. Et dans tes expériences diverses comme Product Owner, quel est quoi d'autre en termes de positionnement de leadership? Une autre facette? Oui. Vous allez dire que je suis trop dans les méthodes agiles, mais pour moi, un bon leader, comme une vraie gestion de projet agile, doit permettre le feedback continu. C'est-à-dire qu'un bon leader doit s'assurer, avec cette communication dont on parlait et ce courage dont on parlait, le leader doit s'assurer en effet qu'il y a un circuit court entre les équipes et les ressentis, ou même avec les clients, hein. On doit avoir ce circuit court de feedback continu qui puisse alimenter alors, le projet, hein, bien sûr, les fonctionnalités d'un projet qu'on développe, mais aussi l'équipe, en fait, la bien-portance de l'équipe. C'est-à-dire que nous, c'est vrai que les rétrospectives, c'est quelque chose qui est très important chez nous. On passe beaucoup de temps et on s'octroie des fois des après-midi entières pour ça. Et c'est ce moment-là où le feedback est très important parce que eux, surtout en télétravail, dans le projet, hein, il y a des développeurs. Je vois qu'il y avait FX qui avait posé une question, mais dans mon équipe, je suis PO. Il n'y a pas de Scrum Master, c'est tout le monde un petit peu dans l'équipe qui partage un petit peu le rôle de Scrum Master. Il y a un Tech Lead qui est avec moi. Alors, à l'heure actuelle, c'est Lise, donc une collègue qui est devenue une super collègue avec moi, on s'entend très très bien, et on a les personnes aussi qui développent sur le projet. Donc là, ça fait partie de notre équipe. On s'est donné comme règle qu'au moment de la rétro, tout doit se dire, surtout si ça pèse et si ça a un impact sur nous ou sur notre travail. Alors, pas toutes les équipes peuvent faire ça, hein. C'est sûr que des fois,
c'est pas possible pour X, Y raison. Mais quand c'est possible, ça veut dire que moi, en tant que PO, et surtout parce que j'adore mon métier et que j'ai envie que mon équipe soit bien, j'essaie de remonter un maximum de leur feedback. Par exemple, Hem, lors désolée, je reprends un exemple concret, comme ça vous pouvez peut-être, voir chez vous si vous avez les mêmes problématiques, mais on fait, un point roadmap avec, on va dire les pôles métiers, et le directeur qui a un peu la vision stratégique, et ce point roadmap, souvent, on a envie un petit peu de caler les prochaines épiques qu'on aimerait bien traiter. C'est toujours du doigt mouillé, c'est à 3 à 6 mois, donc c'est du moyen terme, du court moyen terme. Et des fois, une des remarques de mon équipe en rétro, c'était de dire: «Estelle, 3 sujets en même temps, même s'ils sont courts et qu'on les comprend, c'est beaucoup trop gros pour nous. Parce que, bah, ça nous impacte, on saute du coq à l'âne», même si toi, c'est un peu ta particularité en tant que PO, tu es toujours à droite à gauche en réunion avec nous, et cetera. Mais l'équipe le vivait mal à l'heure actuelle, c'était une de leurs remontées. Pour moi, c'était obligé que ce point-là, je le prenne, je le remonte à ma direction, entre guillemets, aux personnes avec qui je parle pendant ces points roadmap, et que je leur dise enfin, 2 sujets à la fois, c'est le maximum que l'équipe pourra faire. Tout simplement pour une meilleure gestion des sujets et au moins de la précision de la roadmap, et aussi pour l'équipe, pour un bien-être et pour essayer d'être concentré vraiment sur ces 2 sujets un peu phares. Et voilà, ce genre de feedback, pour moi, c'est un peu des petites pépites qu'il faut savoir accueillir, pas prendre contre soi, hein. Souvent, on a tendance à dire, je ne sais pas vous, mais au tout début, quand j'étais un peu plus jeune, quand j'avais des remontées, je les prenais pour moi. Alors que non, il faut savoir essayer de la prendre, cette pépite, de la façonner pour qu'elle fasse un super morceau d'or ou un super diamant, pour que ça serve à tout le monde et qu'on puisse être mieux ensemble, et pouvoir aller plus loin ensemble. Et je pense que voilà, le feedback pour moi, ça serait très fort, fort après la communication. Super, merci beaucoup Estelle. Tu avais aussi, là dans tes derniers mots, cité quelque chose qui me semble très important, c'est renoncer ou écouter au-delà de son ego, dans le fait de ne le pas prendre pour soi. Oui. Et comment, enfin, la question qui me vient, que j'ai envie de te poser, et ça sera probablement une des dernières questions, com- comment t'es arrivé à cette sagesse? Hem, Très bonne question. Hem, alors, j'y suis arrivée petit à petit parce que j'ai un caractère qui est celui qu'en fait, je suis très perfectionniste, et que dès qu'il y a un retour qui m'est fait, je le prends fois 10, et j'ai tendance à vouloir le corriger très, 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 très vite. Voilà, ça fait partie de mon caractère, ou de mes traits, si je puis dire. Et alors, vous allez rire, mais l'un de mes premiers jobs quand j'avais 18 ans, c'était que j'étais, vous savez, à la hotline de la banque postale, et je prenais les appels des utilisateurs, enfin des consommateurs qui étaient à la banque postale. Et il m'est beaucoup arrivé de fois, à ce moment-là, de me prendre de vraies engueulantes, enfin de vrais moments de colère et d'engueulade au téléphone. Et j'étais très mal au début. J'étais très, très mal. Il y a une personne qui m'a dit: «Écoute Estelle, ils sont pas en colère contre toi, ils sont en colère contre la société, contre l'entreprise qu'il y a derrière». Et moi, la collègue avait raison, elle me disait: «Toujours à la fin, tu dis: "La banque postale vous remercie"». Ça te décharge du fait que ce n'est pas toi qui est en faute, mais c'est vraiment le service, ou quelque chose s'est mal passé, c'est pas grave, c'est pas ça, mais on va dire que ça ne vient pas de toi, de tes actions. Je pense que dans le travail, de manière générale, on doit pouvoir faire ça. C'est-à-dire que souvent, ce qui se passe quand on a des retours en rétro ou n'importe quand qui sont un petit peu contre les actions, par exemple, ah ben mince, dans les spécifications que tu as fournies, ou là je parle vraiment de POPO, hein, dans les spécifications que tu as fournies ou autre chose, tu n'as pas géré ce cas-là, tu n'as pas géré le parcours utilisateur où il passe par telle porte et telle porte et telle porte. Et du coup, ça a des impacts pour nous. Ben, maintenant, quand j'entends ça, avant, la Estelle d'avant aurait dit: «Oh mince, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Mais pourquoi? Mais pourquoi?» Je serais rentrée dans mon user story, j'aurais tout corrigé, j'aurais dit: «Ah pardon, pardon, pardon», et j'aurais essayé de faire mon mea culpa.
Sauf que là, j'essaye de moins, enfin, je le fais de moins en moins, c'est-à-dire que le pardon ou le désolé, je ne le dis pas. J'accuse, entre guillemets, l'oubli, parce que ben, c'est humain, tout le monde oublie. On fait partie de la race humaine, on fait des erreurs, ça fait partie de. Ça nous permet de nous rendre plus forts. Et quand la personne m'avait dit ça la dernière fois, bah, Estelle, tu as oublié ce parcours-là, qu'est-ce qu'on fait? J'avais dit, bah, à ton avis, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Est-ce que tu as une idée, vu que c'est toi qui l'as découvert un petit peu là, qu'est-ce que tu as envie de faire? Et j'essaie de retourner ça un petit peu en faveur de la personne qui a trouvé ou qui m'a mis le doigt dessus. Je lui demande toujours qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce que l'équipe peut faire pour régler ça. Et je trouve que c'est bien plus gratifiant. Déjà, de un, parce que oui, en effet, c'est un oubli de ma part. La prochaine fois, vous savez quoi, je me flagelle toujours autant. Hein, j'essaie de ne pas oublier ça la prochaine fois. Mais ce qui m'intéresse le plus dans cette action-là, c'est que j'essaie de faire poser des questions à la personne qui a découvert ça et qui a creusé ce point-là, pour essayer de voir si cette personne-là va se poser les bonnes questions, va répondre toute seule. Des fois, c'est super parce que la personne arrive toute seule à prendre les bonnes décisions sans que pour autant elle ne connaisse pas peut-être des designs, enfin des process UX ou du design, ou etc. Elle trouve la bonne solution parce qu'elle est dans le contexte, parce qu'elle est dans l'équipe et parce elle travaille dans le projet. Et ça me fait encore plus chaud au cœur, c'est de me dire que une erreur, un oubli de ma part, a pu aider à partager exactement ce que tu dis, Bertrand, à partager à ma connaissance et à pouvoir aider quelqu'un à prendre des décisions et à aller plus loin dans le processus de création. Donc finalement, j'essaie de voir un petit peu le verre à moitié plein au lieu de le voir à moitié vide et de me flageller, enfin, de m'auto-flageller tout le temps. C'est une superbe preuve de leadership, Estelle, je trouve. Valoriser la personne qui t'amène à une critique. Ouais, merci pour cette pépite. Ah, mais je t'en prie. J'aurais eu un millier de questions. J'avais une question qui m'était chère, mais finalement, on n'a pas réussi à la poser. C'est comment est perçu dans tes expériences, dans les organisations et dans les systèmes, le leadership de product owner? Si tu peux répondre rapidement, parce que je voudrais Ouais. laisser aussi le temps pour les questions-réponses. Oui, bien sûr. Euh, c'est euh, c'est très intéressant parce qu'en fait, je crois qu'il n'y a pas de. Je crois que le leadership de product owner, enfin, comment expliquer? Il est assez naturel dans le sens où le product owner est là pour donner un petit peu la voix et la vision stratégique sur le produit. Alors, il est pas là pour manager les personnes, manager l'équipe, etc. Mais il est là quand même pour donner une vision. Et je trouve que le product owner a quand même devant lui, enfin, dans son poste déjà de base, il a beaucoup de petites ficelles qu'il peut tirer pour pouvoir actionner ces éléments de leadership. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est celui qui est un peu garant produit, c'est celui, alors s'il n'y a pas de Scrum Master dans l'équipe, mais c'est celui aussi qui va être garant du backlog, de la backlog, qui va être garant un peu des sprints et de la connaissance et du retour du besoin utilisateur. Donc c'est lui qui est un petit peu là pour, comme un marionnettiste, pour pouvoir tirer les bonnes ficelles au bon moment. Et avec les actions qu'on a évoquées ensemble, les valeurs qu'on a évoquées ensemble, je trouve que c'est assez, assez simple pour lui pour se mettre en position de leader plutôt qu'en position de manager ou de fais ça, fais ça, fais ça. C'est assez, je pense, je n'ai pas envie de dire simple parce que c'est pas le terme que j'aimerais utiliser, mais c'est assez inné chez lui, s'il a envie de le faire, de se poser dans cette solution-là. Après, je l'ai vu dans d'autres missions et je pense que vous aussi, qui m'écoutez, vous avez peut-être dû le sentir, mais souvent ce leadership, on l'a aussi côté technique assez fort souvent. On a toujours des personnes qui se posent dans ce rôle de définir de cadre, de mettre en place des choses et d'être là pour valider, d'être vraiment là pour revoir ce petit conteneur comme on imaginait. Et dans mes expériences, c'était souvent une personne technique faisait partie de qui prenait ce poste un peu de leadership et cette casquette un peu de leader. Mais je pense que le PO, il a tellement de formes différentes dans les sociétés aussi qu'il a plein de possibilités. Mais je pense en effet que ça peut être très intéressant pour lui d'être sur cette position-là et de se placer plutôt en tant que guide et que plutôt en tant que listeur d'US, si je puis dire, et juste de donner du travail aux autres. Merci beaucoup Estelle, merci
pour toutes ces 45 minutes qu'on a passées ensemble en dialoguant. C'est passé trop vite, c'est passé trop vite. Oui, oui, en effet, c'est super vite passé. Et je laisse donc la scène aux questions des participants. Il y avait quelques questions dans le chat. Maintenant, si elles ne sont pas répondues, ce que j'ai envie de vous proposer, de vous inviter de les reposer et éventuellement se manifester, mettez la caméra ou unmute yourself. Et aussi de faire un retour sur ce qu'on a dit. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord aussi. Sûr, bien sûr. Yann, tu as une question? Rien à dire, juste appréciation, c'est bien. En fait, c'est simple ce que vous avez dit, mais ça me semble être de très bon sens. Okay. Merci beaucoup, Yann. Merci, Yann. Merci. Quelqu'un, une autre question? Il y avait FX. Alors, je ne sais pas si c'est François, mais c'était FX qui avait plusieurs questions. J'espère t'avoir répondu, peut-être FX tout le long, mais si tu veux ouvrir ton micro. Oui, Estelle, oui, tu as répondu à ma question, à mes questions. Effectivement, moi, je suis plus dans un cadre où il y a effectivement un Scrum Master, un PO, voire même plusieurs PO, même c'est pas très bien, mais voilà. Et puis un Tech Lead. Donc, voilà. On est effectivement un petit peu organisé différemment, mais c'est très intéressant ce que tu nous as proposé là. Petite question, FX, oui. Tant que tu as le micro coupé. Quand tu dis plusieurs PO, c'est qu'ils s'occupent de la même partie ou ils ont des scopes un petit peu produits différents? Pour l'instant, c'est la même partie, mais bientôt, ce seront des scopes différents. Ok. Bah, ce qui est intéressant, ça serait de regrouper les équipes en fonction autour de ça. Comme disait tout à l'heure Oana, c'est pour faire un petit peu des squads, ça pourrait être très sympa. Je ne sais pas si c'est le futur de ta structure. Alors, on était organisé en feature team et puis on a dû se regrouper puisqu'on avait un changement stratégique au niveau du produit. Et là, on est en train d'ouvrir sur refaire à nouveau ces feature teams-là. Donc voilà, c'est une organisation qui bouge assez rapidement. Je vois ça. Merci. Autre question? Qui a des questions? J'en profite pour boire. Oui, je vous avoue que je comble un petit peu ce moment, mais je vous avoue que, comme tu le disais, Yann, j'ai que quelques années de product owner derrière moi. Et en effet, je n'ai pas une connaissance très forte. Mais c'est vrai que j'ai peut-être dit des choses très logiques, mais qui me semblaient importantes. J'espère que ça vous a touché aussi. Ah, Bertrand, tu veux ouvrir ton micro peut-être? Ok, je vais l'ouvrir. Je suis timide, mais je vais l'ouvrir. Non, c'était juste un retour sur... tu l'as dit en filigrane sur l'auto-organisation, c'est qu'il ne faut pas perdre de vue qu'une équipe auto-organisée, c'est une équipe qui est très structurée, justement, généralement. Et si tu n'as pas de structure dans l'équipe, tu n'es pas auto-organisé et tu es en train de produire juste rien au final. Et tu as la partie auto-organisation qui est gérée par l'équipe, qui va décider des aspects techniques, de toutes ces choses-là. Mais il y a une grosse partie de l'auto-organisation, justement, qui vient du PO, qui est là pour donner les objectifs. Parce qu'une équipe peut très bien décider de tous les aspects techniques, de comment elle se met à travailler, si elle fait du pair, si elle n'en fait pas, si elle fait du mob, si elle teste, tout ce que tu veux. S'il n'y a pas d'objectif, s'il n'y a pas de pourquoi, c'est toujours la grande question qu'on pose, c'est pourquoi est-ce qu'on est en train de faire ça? Si on n'est pas capable de répondre à cette question, on produit juste rien, il n'y a pas de valeur derrière. Et c'est ce que tu disais. Ouais, voilà, exactement, donner du sens. Oui. Ouais. Exactement. Mais c'est comme ça qu'on fait des grands produits et qu'on arrive à apporter beaucoup de valeur à l'utilisateur, hein, c'est clair. Merci d'être revenu sur ça, Bertrand. Merci beaucoup, Bertrand, d'être revenu, si c'est OK pour toi. C'est vrai que le sens, donner du sens, c'est savoir faire en sorte que les équipes s'approprient le sens aussi. Il est très bien compris, c'est pour ça que peut-être que tout à l'heure j'ai dit de manière un peu en effet en filigrane, comme tu disais, Bertrand, mais le plus important pour moi, c'est que l'équipe comprenne ce que l'on va faire, ce que l'on veut faire,
Et en tout cas, après, en effet, c'est eux qui vont décider du comment. Ou on va dire eux et moi, bien sûr, parce qu'on est tous ensemble, mais c'est très important de poser ça pour tout simplement que la suite soit logique et cool, quoi. Enfin, que ça soit tellement simple et logique qu'il n'y ait pas de questions ou de points ou de énième réunion. Ah oui, tout à fait. Une fois que l'auto-organisation, tout a été mis en place, ça coule de source, hein, ça va tout seul. Exact. C'est dans le flow. C'est ça. Merci beaucoup Bertrand pour tes précisions et tes apports. Super important, vraiment. D'autres questions ou apports, feedback, vous êtes bienvenus. Moi, ce que je voulais te poser comme question, c'est comment on voit ton organisation, comment ton organisation voit ce rôle et qu'est-ce que ça a permis de faire bouger dans ton organisation? Bonsoir Patrick, merci pour ta question. Très bonne question. Je pense que dans mon organisation, je ne suis pas, comparée aux autres PO, je ne suis pas montrée du doigt en disant elle, c'est un leader, ça fait partie du leader de l'équipe. On est plusieurs, je pense, on est une ou deux personnes dans l'équipe projet avec les développeurs à être un peu comme ça, à avoir cette posture de leader. Ce que ça change, tout simplement, déjà, mon chef est très content que j'ai cette posture et que je fasse preuve peut-être un peu plus de bonnes questions, que des fois j'arrive bien à bien communiquer avec l'équipe et que je sois proche de mon équipe. Il est très heureux que ça se passe très bien. Donc déjà, c'est plus-value, hein, c'est que tout le monde est content. Même si je lui dis non, il est content. Après, ce qui se passe aussi, c'est qu'il y a plusieurs choses que je mets en place dans mon équipe maintenant. Par exemple, le fait de laisser la conception à l'équipe, c'est des choses que je fais. Et les autres équipes, où c'est le PO qui décide et qui fait, et qui conçoit et qui après donne, finalement, au début, c'était montré du doigt, un peu comme étant un peu bizarre que je fasse ça avec mon équipe et que c'est tout le monde qui doit concevoir avec moi. Et maintenant, tout le monde a envie de faire ça. Donc, tu vois, ça ouvre un petit peu le fait de donner du sens, de les laisser après trouver leur solution, trouver qu'est-ce qui est positif pour l'utilisateur, qu'est-ce qui est négatif, qu'est-ce qui est bien au niveau technique, qu'est-ce qui n'est pas bien, etc. Je trouve que ça, c'est quelque chose qui est beau parce que les gens m'appellent maintenant dans leurs équipes pour que je fasse ça avec eux, pour que je leur montre. Donc, je ne sais pas si je réponds à ta question. Vas-y, Patrick. J'entends bien. Donc là, effectivement, je vois ta posture de leader. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est ce que ça provoque ou qu'est-ce que ça a pu déclencher chez tes managers et comment eux, en fait, ils appliquent cette posture de leader. Est-ce que ça a fait boule de neige? Malheureusement, ça n'a pas fait boule de neige. Enfin, pas autant que je l'espérais au-dessus de moi, au niveau manager. Ça a fait boule de neige peut-être au niveau transversaux, au niveau des autres PO et des autres équipes. Voilà, comme je disais tout à l'heure, ça a plus été ça le positif. Au niveau manager, voilà, ils étaient contents de voir que l'équipe se portait bien, était dans une très bonne configuration. Mais après, de là à ce que eux passent un peu plus dans le leadership agile et laisser un petit peu plus... Alors, je suis très autonome, mais pour certaines choses qui sont écrites dans le marbre au niveau conception et au niveau de solution, j'ai du mal à faire changer, par exemple, des fois d'avis, ou j'ai du mal à communiquer avec mon chef de la manière que je l'aimerais. Donc, tu vois, j'ai toujours à des moments un peu un petit mur, mais j'espère que petit à petit, je lui montrerai qu'on peut travailler ensemble. Et du coup, qu'est-ce que je fais? J'essaie de l'intégrer un maximum en réunion avec mon équipe, enfin tous ensemble, pour qu'ils voient un petit peu comment ça se passe. Mais bon, pas autant que j'aurais aimé, quoi. Ou peut-être que tu peux lui demander qu'est-ce qu'il pourrait faire pour toi, pour que tu sois encore un meilleur leader. C'est une très bonne chose et je garde cette question pour mon entretien de mi-d'année. Oui, le besoin de la preuve, oui, je vois Bertrand qui dit ça, oui, il le voit en meeting, j'ai l'impression, mais je pense qu'il a, comme dit Patrick, il faudrait que je lui pose la question pour sentir qu'est-ce qui le bloque, pour voir qu'est-ce qui est encore un blocage. Patrick, est-ce que c'est bon pour toi
comme réponse? Oui, merci bien. Merci à toi. Merci à toi, Patrick. Une autre question, nous avons encore 2-3 minutes. Si quelqu'un a une autre question ou remarque. Et j'espère que je vous invite encore, je profite de ce moment de silence pour vous rappeler de remplir la fresque agile de l'événement avec les inspirations et les idées qui sont éventuellement venues pendant ce dialogue, qui était très inspirant. Merci. Bonne soirée à vous. Je rajouterai peut-être une toute petite chose, du coup, si personne ne veut prendre la parole. Si vous avez envie de regarder 2 conférences sur l'agilité, moi, j'en ai 2 qui m'ont chamboulée et qui m'ont permis d'aller plus loin dans ma réflexion. Il y en a une, alors elles sont peut-être à prendre avec votre esprit critique, hein, tout le monde, bien sûr, hein, à discuter ensemble si vous le souhaitez après. Il y en a une qui a été réalisée à l'Agile Tour Grenoble par Arnaud Lemaire. Et si on redémarrait l'agilité, je ne sais pas si vous connaissez, mais moi, j'adore cette conférence. Et sinon, il y en a une en anglais, Why Scaling Agile Doesn't Work, alors je ne sais plus comment il s'appelle, de Jay Humble. Je vous enverrai les liens si ça vous tente. Mais ah oui, Arnaud, oui, en effet, génial Arnaud. Mais je vous avoue que ces 2 conférences, je les ai regardées en fin d'année dernière et je vous avoue que ça a été pour moi de grandes claques. Donc, je vous les conseille. Je vais vous partager les liens. Et oui, un Bordelais en plus. Alors, attendez. Donc, ça, c'est sur celle de Jez Humble. Voilà, c'est ça. Oui, Doesn't Work. Ouais. Et je vais vous donner celui d'Arnaud de suite. Celle d'Arnaud. Estelle, si je peux aussi le faire vu qu'il y a... Ah, tu l'as fait, super, Estelle, merci beaucoup. Parce que avant de clore ce dialogue, je voulais te demander un dernier mot. Qu'est-ce que tu as envie de dire en clôture? Déjà, te remercier. Parce que c'est très important d'avoir une communauté comme celle-ci dans laquelle on peut venir discuter et que ce soit autant ouvert. Un grand merci à toi, Oana. Je suis très heureuse d'avoir participé. Ensuite, par quoi j'aimerais terminer J'aimerais terminer par quelque chose encore de très logique et de très global, mais de dire que cultiver cette envie d'apprendre, cultiver cette envie d'aller plus loin, d'essayer de lire, de faire votre propre opinion de plein de choses. Et voilà, juste lisez, voyez plein de vidéos. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a beaucoup apporté. Je sais que c'est très bateau de dire ça à 30 ans et jeune PO, mais en tout cas, restez ouvert d'esprit et regardez des meet-ups comme celui-ci pour découvrir, j'espère, de beaux sujets. Ça serait mon mot de la fin pour ceux qui n'ont peut-être pas l'habitude d'aller trop en meet-up ou autre. Continuez à aller voir des conférences, continuez à regarder des meet-up et forgez-vous votre esprit critique et vos valeurs. Merci beaucoup Estelle, merci pour cette soirée forte, inspirante et pour ta sagesse, parce que je pense que la sagesse n'a pas d'âge et l'enthousiasme non plus, hein, d'ailleurs. Donc ce beau mélange d'enthousiasme et sagesse dont tu nous avais preuve ce soir, c'est un super cadeau que je prends et j'espère que nous prenons tous pour cette semaine. Donc, ce dialogue finit ici. Je vous remercie à tous. Il y aura un dernier dialogue avec Leila Benachour ce mercredi, je crois, donc sur le Meetup où vous êtes inscrits si vous voulez y aller. N'hésitez pas de partager sur vos idées, comme je dis, sur la fresque agile. Moi-même, Oana Junku, votre Agile Leadership DJ à votre service. Je vous dis au revoir, bonne soirée et bonne semaine à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci à tous. Au revoir, merci beaucoup. Merci à tous.